alaikum, je vous accueille, bienvenue à vous pour un nouvel épisode sur le thème de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et on retrouve Abdel Hafid et Djibren qui sont en pleine forme et qu'on va écouter avec une première question. Alors j'ai une question. Alors la question c'est, on entend souvent partout comme conseil dans un couple, l'essentiel, le plus important, c'est la communication. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux commenter par rapport à ça? Alors ça, c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi. On le voit pas mal en Île-de-France. On le voit pas mal. On a voyagé aussi avec des amis dans des pays comme l'Algérie, le Maroc, etc. Il y a une vraie mode, une folie même, une effervescence liée à la communication. On a l'impression que ça résout, l'essentiel des problèmes à l'intérieur d'un couple. Aussi, dans les associations, on a l'impression qu'il faut former les bénévoles à la communication pour résoudre l'essentiel des problèmes qu'on vit dans les associations musulmanes. Et la communication se présente un peu comme la panacée, la solution à tout. Bien communiquer, se former à la bonne communication est le meilleur moyen pour arriver à réussir son association, son couple en l'occurrence. J'ajouterais même, en fait, en plus du couple, c'est carrément la communication avec les enfants pour résoudre tous les problèmes qui sont liés aussi aux enfants. On retrouve la même promesse faite aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Il n'y a pas besoin de savoir éduquer, il faut savoir éduquer d'ailleurs, peut se réduire à savoir bien communiquer. Voilà. Donc on retrouve la même promesse exprimée aussi bien pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, pour le couple, dans le milieu associatif. On retrouve la même promesse. Dans l'entreprise, d'ailleurs, on retrouve également cette promesse-là, l'importance de la communication. D'où vient cette importance-là, la valeur qu'on lui donne aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours donné autant de valeur à la communication que celle qu'on lui donne aujourd'hui? Je vais y répondre progressivement parce que c'est une question qui mérite d'être traitée et d'être bousculée fortement, tellement elle est dominante aujourd'hui autour de nous. On a l'impression que le couple idéal, c'est le couple qui communique, qui est transparent, qui se dit tout. Or, première erreur de débutant, une relation de confiance et de couple notamment, n'est pas du tout basée sur la transparence totale au sens où on dit tout à sa femme ou à son homme, de manière décomplexée, sans tabou, etc. Ça, c'est un imaginaire et une croyance dont on a hérité, qui est qu'il faut parler sans tabou, sans complexe, et c'est ainsi qu'on va construire une relation de confiance. C'est faux parce qu'en communiquer, c'est comme verser du vinaigre imaginons que je verse du vinaigre sur ma main et que j'ai une plaie, une petite plaie, j'ai toutes les chances de raviver cette plaie-là. Donc, à force de parler en permanence, d'ailleurs j'ai conscience quand je parle d'amour, de couple et de famille, je verse d'une certaine façon du vinaigre sur vous deux, je le vois plus sur lui, puisque je vois qu'il y a des questions qui agitent les individus et ça demande beaucoup de recul pour ne pas subir les effets secondaires d'un discours, d'une communication. Et c'est encore pire dans le couple quand on verse du vinaigre sur l'autre parce qu'on se met à déballer un certain nombre de choses sur sa vie quotidienne, sur sa vie passée, etc. Or, ce faisant, on blesse, on ravive quelque chose qui était pas tout à fait guéri ou absent, et qui va se révéler à ce moment-là. On trouve par exemple des femmes, on trouve les mêmes comportements chez les hommes, mais j'ai un exemple côté femme qui me vient à l'esprit, des femmes qui vont soit interroger l'homme, soit elles-mêmes s'exprimer sur les fameux ex, d'autres avec qui elle s'est projetée dans le cadre d'un mariage, etc. Je retiens une dame qui m'a raconté son expérience malheureuse avec son mari à ce sujet. Elle n'a pas arrêté, elle était mariée depuis 20 ans, et ces premières années, elle n'arrêtait pas de dire à son mari, de raconter ses histoires d'ex, jusqu'au jour où celui-ci lui dit « Écoute, tu choisis entre tes ex ou moi ». Voilà. Communiquer en permanence sur l'histoire des autres indispose, crée des malaises, ravive une plaie qu'on ne soupçonne pas, mais qui a toutes les chances de se révéler. Le silence, au-delà de la communication, le silence est une partie importante de la communication. D'ailleurs, Dieu s'est tu sur beaucoup de questions.
Dieu a envoyé plein de messages, plein de révélations à travers différents prophètes, dont le dernier, Mohammed alayhi wa sallam, et le Coran est la dernière pièce de cette communication faite à l'humanité, pièce authentique qui est à la disposition des hommes et des femmes d'aujourd'hui. En revanche, malgré cette parole vivante, Dieu s'est tu sur beaucoup de sujets. Il n'a pas épuisé tous les sujets, tous les points, toutes les questions pour se prononcer dessus de manière précise. Le silence est une miséricorde, est une forme d'accueil de l'autre, où on ferme les yeux sur certaines choses pour lui permettre de trouver la réponse qui lui va bien, l'espace de liberté qui lui va bien. Voilà. Il y a aussi besoin d'une part de silence qui est une part de miséricorde dans la relation à deux entre le couple, mais on le voit bien, même entre Dieu et les hommes, il y a une part de silence qui est la part que Dieu laisse à l'homme, à sa liberté, à sa libre initiative, à sa créativité individuelle. Donc l'amour ou la communication au sein du couple n'efface pas le silence. Il n'efface pas la distance nécessaire entre un homme et une femme, parce qu'il y a besoin. Je parlais l'autre jour des saisons de l'amour. L'une des saisons, c'est l'hiver. L'hiver de l'amour, c'est la saison par excellence où la solitude domine sur les autres types de relations dans le couple. La solitude qui est le temps de la méditation, de la réflexion, le temps où on peut enfin aller voir beaucoup plus la famille élargie, on peut se donner beaucoup plus à sa famille élargie, mais aussi à la société, et ainsi de suite. Le silence et la distance est d'autant plus nécessaire que les mots ne peuvent pas tout dire, ne peuvent pas tout signifier. Croire qu'avec les mots on peut tout dire, on peut être clair sur tout, c'est une illusion. Il y a un fantasme comme ça dans les sociétés modernes, selon lequel on peut être totalement clair si on s'exprime bien, si on communique bien avec les bons mots, avec le bon message, le bon canal, etc. Or c'est faux. Quel que soit le message, quelle que soit la parole, quelle que soit la clarté, la pertinence du contenu et de la façon de communiquer, il y a toujours une part d'ambiguïté, d'incertitude, de mauvaise interprétation, de rupture de communication entre des personnes. On le voit bien, le Coran est une révélation, c'est la meilleure des paroles, c'est la plus grande et la plus belle des paroles. Toujours est-il, il y a encore des ambiguïtés chez les gens qui sont dans une distance avec cette parole-là, qui n'ont pas l'habitude de dialoguer avec cette parole et donc de comprendre comme il faudrait comprendre. Donc même la parole la plus claire, la plus universelle, laisse une part d'incompréhension, une part de silence, une part de distance avec les uns et les autres. Alors que dire de la communication au sein du couple? Saint-Exupéry résume cette idée avec cette formule qui est drôle, qui est que les mots nous tirent la langue. On a beau tout faire pour essayer de bien communiquer avec les bons mots, les mots finissent par nous tirer la langue, c'est-à-dire se moquent de nous. Ils arrivent à jouer au chat et à la souris avec nous, à nous faire courir après le sens de ce qui est dit ou de ce qui se passe entre le couple. Le message n'est jamais totalement clair. Je reprendrai juste une citation que tu as déjà citée, c'est il ne faut jamais écouter une rose, il faut la sentir. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Voilà, avec les mots, en fait, on peut effectivement créer davantage de malentendus, davantage de difficultés, davantage de distance. Tout à fait. Les mots ne sont pas le meilleur canal, le meilleur instrument pour communiquer, mais même les autres instruments ne sont pas forcément performants. À un moment donné, il faut accepter d'arrêter de chercher à communiquer et de faire ce qu'on a à faire. Saint-Exupéry, il a une autre formule pour dire l'importance du silence. Il n'arrête pas de dire « dans le silence de mon amour ». Il accueille son entourage, sa famille, ses proches, son armée aussi, parce dans Citadelle, il raconte l'histoire d'un chef berbère qui est chef d'armée, de tribu, et qui accueille tout le monde, tous ceux qui se plaignent, qui revendiquent, qui viennent le consulter, etc. Il les accueille dans le silence de mon amour. Donc, il faut savoir se taire pour accueillir l'autre. Et la meilleure communication, c'est cette capacité d'attention et d'accueil. L'amour est l'une des plus grandes formes d'attention et d'accueil qu'on puisse offrir aux autres. Bien communiquer, c'est
être un miroir l'un pour l'autre. Le prophète Mohammed nous dit, le musulman ou le croyant est un miroir pour son frère. Voilà. De la même manière, le couple est un miroir aussi bien pour l'homme que pour la femme parce qu'il va renvoyer un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'il renvoie, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Les choses positives, il met en valeur les qualités. Il fait prendre conscience qu'on a des qualités, qu'on n'a pas seulement des défauts. Il donne du courage, il donne des ailes. Ça nous pousse à nous faire confiance, etc. Mais l'aspect négatif ou la fonction négative du miroir, c'est de rappeler aussi nos insuffisances, qu'on n'aurait pas dû faire ça, qu'on n'a pas été fidèle à ce qu'on aurait dû faire, et ainsi de suite. Donc le miroir ne consiste pas seulement à faire plaisir, à dire ce qui plaît. C'est aussi à rappeler les devoirs, à rappeler l'idéal, à rappeler ce que les uns et les autres doivent être et faire. Si dans un couple, un homme et une femme sont des frères, et là aussi c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les femmes sont bien les sœurs des hommes », c'est dans la mesure où ils exercent cette fonction de miroir. Être frère, c'est être un miroir. C'est être un miroir qui soutient, valorise, être un miroir aussi qui critique. Critique, c'est-à-dire qui distingue ce que j'aurais dû faire de ce que j'ai fait effectivement, et qui rappelle pour la prochaine fois ce qui doit être fait. Sur ce, je vais m'arrêter là, le temps d'une pause, et revenir sur cette question avec vous. À très bientôt. Bienvenue après ce temps de pause. Donc nous reprenons sur la question qui m'était posée par Djibren, c'est ça, sur la communication. Est-ce que l'essentiel dans un couple relève de la communication? Est-ce que la communication peut permettre à un couple de durer, parce que à travers la bonne communication, on arrive finalement à résoudre tout un tas de problèmes de conflits, d'incompréhension, etc. Je parlais de l'effet miroir que l'homme et la femme se doivent l'un à l'autre, et être frère pour un homme et pour une femme, marié ou pas d'ailleurs, être frère, c'est exercer cet effet miroir, qui a une double fonction négative et positive. Dans la fonction positive, c'est une fonction de valorisation. Je suis ton miroir parce que je valorise tes qualités, je t'encourage à aller plus loin dans tes qualités. Je te permets de faire prendre conscience, de prendre conscience de certaines de tes qualités et de renforcer ta confiance en toi. Dans sa fonction négative, le miroir est là pour rappeler les insuffisances, les écarts entre ce que j'ai fait, ce que je suis, et ce que j'aurais dû faire, et ce que je devrais être. Donc, l'amour dans un couple, c'est pas quelque chose qui est là simplement pour être conciliant, se faire plaisir, etc. Et une communication bonne ne peut pas être toujours conciliante, ne peut pas toujours faire plaisir. Une bonne communication doit être un peu comme un aiguillon. Un aiguillon, ça pique. L'amour dans un couple, ça doit piquer, c'est-à-dire ça doit réveiller, ça doit stimuler, ça doit saisir, ça doit bousculer quand on se laisse aller, quand on s'oublie, on s'installe dans ses défauts, dans ses mauvaises habitudes, dans ses insuffisances et dans ses écarts. L'amour est là pour aiguiller, rappeler à l'ordre, rappeler la voie sur laquelle les deux se sont engagés. À ce titre, le conte de Blanche-Neige, rien à voir en apparence, mais dans le conte de Blanche-Neige, il y a une histoire de miroir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la fonction du miroir dans Blanche-Neige, c'est de dire la vérité. Pendant longtemps, la belle-mère de Blanche-Neige se regardait à travers un miroir qui lui disait en permanence combien elle était belle. Donc elle l'interrogeait, est-ce que je suis belle? Elle lui répondait, oui, c'est toi la plus belle de toutes les créatures. En revanche, à partir de la quinzaine, quand Blanche-Neige a commencé à voir autour de la quinzaine, ce miroir va se prononcer et va dire que Blanche-Neige est plus belle que la belle-mère. Et à partir de là, il va y avoir un conflit et une jalousie qui va naître entre les deux. Pourquoi? Parce que la belle-mère n'a pas accepté la parole de vérité de ce miroir. De la même manière, l'être humain déteste la parole de vérité que son frère, que sa sœur, qu'un ami, qu'un proche ou un étranger, ou sa femme ou son mari peut exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui a un ami véritable n'a pas besoin de miroir. » Parce qu'un ami, c'est un miroir.
Un ami, c'est celui qui va avoir cette double fonction, négative et positive. Négative pour rappeler ce qui ne va pas, positive pour encourager. On est toujours dans un vrai ami, un bon ami, exerce cette double fonction. Jamais il va s'installer dans uniquement la critique qui tue la confiance en soi. En revanche, il ne va pas être dans le faire plaisir, dans l'éloge permanente, parce que là, ça tue tout progrès de soi sur soi, toute amélioration de soi. Le couple est donc un miroir qui doit exercer cette double fonction, positive et négative. Et on ne peut pas être comme ce que certains diraient, de toute façon, moi je suis comme je suis, tu dois m'accepter comme je suis. Bien entendu, dans un couple, il faut aussi avoir le sens des limites, c'est-à-dire accepter l'autre dans ses insuffisances, dans ses limites, dans ses faiblesses. Et il faut avoir beaucoup de miséricorde pour accueillir l'autre dans cette vulnérabilité-là. En revanche, on ne doit pas revendiquer et devenir fier de ses limites ou de ses défauts au point de dire « tu dois m'accepter tel que je suis avec mes bêtises ». Il y a un devoir de chacun de grandir, de dépasser celui que je suis aujourd'hui pour être meilleur demain. Et ça, c'est un devoir qui est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme, parce que on s'est engagés tous les deux à grandir, à suivre, à se perfectionner, c'est-à-dire à suivre un certain idéal qui est exigeant pour chacun de nous et qui nous oblige à toujours cheminer et à ne jamais rester confortablement assis sur ses défauts, sur ses limites, sur ses insuffisances. Alors, la communication ne doit pas, contrairement à la communication dont on parle beaucoup aujourd'hui, aborder que ce qui est subjectif, mes sentiments, mes peurs, mes limites, mes perceptions, mes représentations du monde. Quand on communique aujourd'hui, quand on invite à communiquer, c'est pour inviter l'autre à toujours exprimer ses sentiments, ses émotions, sa colère, ses déceptions, ses représentations intellectuelles. Moi, je pense que... Et toi, comment tu te représentes les choses? Donc finalement, la communication, c'est la déclaration entre deux personnes, la déclaration de chacune de ses émotions, représentations, opinions, stéréotypes, etc. La communication, c'est communiquer aussi ce qui est objectif, pas seulement ce qui est subjectif, relatif à chacun. Qu'est-ce qui est objectif entre deux personnes? Là, on touche à une nouvelle définition de ce qu'est la communication. Communiquer, c'est partager ce qui est commun, partager ce qui est objectif, partager ce qui est vrai, juste et bien, indépendamment de ma perception, de ma compréhension, de mes désirs, de ce qui me plaît ou pas, de ma représentation du monde. Oui. On en revient en fait aux valeurs communes. On en revient aux valeurs communes. Ce que je communique, c'est pas mes valeurs à moi. Celles que moi j'aime comme une petite poupée que j'aimerais, que j'embrasserais. Les valeurs communes, c'est celles qui nous dépassent tous les deux et qui sont objectives, c'est-à-dire qui sont bonnes indépendamment de ce que moi ou toi en pense. Elles sont bonnes pour tous. Pas seulement pour nous deux, elles sont bonnes pour tous, pour toute l'humanité. Et on a là toute l'universalité du message de l'islam. J'ai rappelé ce verset que je rappelle ici, où Dieu nous dit « Le bien et le mal ne se valent pas ». On ne peut pas tout mettre au même niveau au point de confondre tous ces niveaux de réalité. On n'a jamais autant insisté sur la communication depuis le début de l'humanité. D'ailleurs, on en a développé des sciences. Dans l'entreprise, ça devient la panacée. Comme je le disais, dans les associations, y compris musulmanes, et dans les couples, y compris musulmans, ça devient une promesse forte, plus de communication pour plus de bonheur dans le couple. On n'a jamais parlé en ces termes depuis le début de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on donne à la communication un pouvoir aussi magique? L'explication est dense, mais je la ferai de manière synthétique. À partir du moment où la modernité a choisi de ne plus croire en Dieu, et donc de ne plus donner à la religion le pouvoir de lui dire ce qui est bien ou mal. Comment on fait pour savoir ce qui est bien ou mal, que ce soit au niveau de la société ou que ce soit au niveau d'un couple? On est obligé de communiquer, de dialoguer. Finalement, l'éthique ou la distinction du bien et du mal est le fruit strictement d'un dialogue entre ma femme et moi. En dehors de la communication, on ne peut pas définir ce qui est bien ou mal. Il n'y a plus rien de transcendant, il n'y a plus rien d'objectif. Ça dépend de chaque couple. Chaque couple peut définir ses propres limites, ses propres valeurs.
Et là, on est dans des valeurs totalement à la carte. C'est ce qui est vraiment la marque de fabrique de la société moderne. Alors, je me suis appuyé sur un expert en communication qui est aussi qui a un regard anthropologique sur la communication, notamment dans le couple. Lucien Sfez, dans sa critique de la communication, dit quelque chose de super intéressant. Il dit, pour assurer leur cohésion, les sociétés à mémoire, les sociétés traditionnelles, se servent de l'histoire. Les sociétés sans mémoire, c'est-à-dire les sociétés modernes, se servent de la communication. Ne nous étonnons pas si la grande majorité des théories de la communication, de la psychothérapie à l'intelligence artificielle, des mass media studies à l'auto-organisation, nous vient en droite ligne des États-Unis. Les États-Unis, pays sans histoire, qui s'est construit il n'y a pas très longtemps, donc il fallait... ces sciences sont nées là-bas. C'est dans le pays sans histoire que commence toute l'histoire de la communication. Toute l'insistance sur la communication comme solution pour définir ce qui est bien et mal, vrai, faux, etc. Ne nous étonnons pas que dans les pratiques outre-Atlantique, aux États-Unis, 60% des emplois soient dits relevés du secteur de la communication. C'est dire combien la communication prend du poids, prend de l'importance dans la vie en société et en entreprise notamment. Cette prise de recul sur l'importance de la communication, la nouvelle importance de la communication, elle est importante parce que ça nous permet de prendre conscience qu'il fallait être une société déracinée pour insister autant sur la communication. Il faut un couple vraiment déraciné pour insister autant sur la communication. Il faut être un couple vraiment sans fond commun, sans socle commun, sans tradition commune, sans religion, sans vision religieuse commune forte, actuelle, pour insister autant sur l'impératif de bien communiquer dans son couple. Vous voyez ? C'est très lié d'un point de vue historique. Hein. On n'a jamais autant insisté sur la communication depuis qu'on n'a aucune tradition, rien qui nous lie. Voilà. On n'a jamais... J'avais évoqué la question de nos parents qui n'ont pas besoin de communiquer, qui communiquent très peu, et qui pourtant se disent des choses, se comprennent. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont un fond commun culturel qui est tellement dense qu'ils n'ont pas besoin de communiquer toutes les 3 secondes pour se dire, pour se préciser, pour corriger les malentendus, etc. C'est les valeurs communes qu'ils ont intériorisées qui font qu'ils se comprennent même sans se parler. Voilà. Donc j'ai fait un grand détour presque historique pour vous permettre de sentir la radicale nouveauté de la communication aujourd'hui et de l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. Si je donnais une métaphore, moi j'ai vu des équipes de foot qui jouaient très bien sans se parler. J'ai déjà vu des joueurs qui ne se connaissaient pas. D'ailleurs j'ai participé, on ne se connaissait pas, on jouait très bien. On jouait pour la première fois ensemble et ça se passait très bien. Le jeu était collectif, on savait dribbler, on savait faire quand est-ce qu'il fallait faire des passes, comme si on avait joué ensemble depuis 10, 15, 20 ans. À l'inverse, on peut trouver des gens qui se connaissent pas, des joueurs qui se connaissent pas, on les met ensemble et ils sont constamment en train de se dire viens là, viens pas là. Et il y a un cafouillage permanent parce qu'ils se crient dessus les uns les autres, parce qu'en permanence ils se comprennent pas, ils doivent s'ajuster, se dire dans quelle direction envoyer la balle, etc. Voilà. Là, on a 2 équipes. C'est quoi la différence ? La deuxième communique beaucoup pourtant. Elle n'arrête pas de communiquer. La première ne dit quasiment rien. Dans les 2 cas, ils sont étrangers. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que les premiers, la première équipe, certes, ils se connaissent pas, ils sont étrangers les uns aux autres, mais ils ont une culture commune, une tradition commune. C'est des habitués du foot. Ils ont des réflexes communs, ils savent jouer, c'est des bons joueurs. Ils ont été formés dans un même club, dans différents clubs, mais avec une même exigence de qualité, de rigueur, de discipline. Ils ont dû répéter les mêmes gestes. Donc ils savent se synchroniser assez rapidement sans avoir besoin de communiquer éternellement. Voilà. C'est ce fond commun-là qui font que même s'ils sont étrangers, ils sont comme complices sur le terrain. Ils connaissent le jeu. Ils font un jeu collectif qui est implicitement très bien synchronisé. À l'inverse, les autres n'ont aucune référence commune. Ils n'ont jamais joué dans un club.
Un club, ça formate la façon d'agir, ça te donne des réflexes, ça donne des combinaisons, ça donne un jeu, des stratégies de jeu collectif. Voilà. Sur cette métaphore du foot et du jeu, ça me permet de bien clarifier l'importance qu'on donne aujourd'hui à la communication, qui trahit aussi le fait qu'on est dans un déficit grave de fonds communs, de culture commune, de valeurs communes, de traditions communes. Voilà. Si on insiste autant sur la communication, c'est qu'on n'a plus rien ensemble. Ma métaphore du foot et des deux équipes de foot, des deux joueurs qui sont pourtant dans deux configurations quasiment identiques, c'est-à-dire ils ne se connaissent pas, ils se découvrent pour la première fois et pourtant ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à jouer de la bonne façon. Les uns communiquent beaucoup, les autres pas du tout. Ceux qui communiquent moins arrivent à jouer mieux. Plus on communique, plus ça veut dire qu'on a peu de choses en commun. C'est ça que ça trahit. Si on est obligé de communiquer en permanence, ça veut dire qu'on n'a vraiment rien en commun. On n'a pas de valeur commune, on n'a pas de savoir-faire commun. Voilà. Sur cette dernière idée, je vous invite à nous retrouver pour le prochain épisode où on aura l'occasion de revenir sur ces questions et de nouvelles. À très bientôt. Merci. Salam alaikum.